Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau temps fort Agora Live. Alors, exceptionnellement, compte tenu d'un petit problème technique en régie, nous allons faire ce format en podcast. On est agile, on s'adapte. N'hésitez pas à poser vos questions à Gwen Rio, notre invitée de cette session live. On va se demander pendant 30 minutes où on en est, où en sont les entreprises sur les nouveaux modes de management et de l'onboarding des équipes. Donc, bonjour Gwen. Bonjour. Vous êtes experte expérience client et management d'équipe opérationnelle. Vous faites du conseil, de la formation, du coaching chez Rocket to the Moon. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, expliquer un peu votre carrière, votre chemin en quelques mots? Merci déjà de cette invitation. Alors, effectivement, moi, j'ai une expérience de 25 ans dans l'expérience client, à la tête d'équipes en relation client, en opération. Et j'ai décidé il y a 2 ans et demi maintenant d'entreprendre. Et pour mieux accompagner des dirigeants, des managers, des leaders, à la fois sur l'expérience client, mais aussi sur l'excellence managériale, parce que on l'a vu auparavant et dans de nombreuses discussions, il y a une symétrie très forte entre l'excellence du service et l'excellence du management. Très bien. Alors, on va parler vraiment des nouveaux modes de management compte tenu du contexte que nous avons tous vécu, que nous vivons encore. Gwen, première question, le management à distance, est-ce que ça fonctionne? Alors, je veux dire oui et non. Je vais sûr. faire une réponse de Normand. Oui, bien sûr, ça fonctionne et on voit, il y a eu de l'inventivité, il y a eu de la créativité, il y a eu beaucoup de réactivité pour mettre en place des nouvelles façons de travailler. Il y a des équipes qui ne faisaient pas du tout de télétravail, qui en 3 jours ont basculé totalement en télétravail lors du premier confinement. Et effectivement, ça a fonctionné. Et de nombreux dirigeants vont dire waouh, en fait, on sait faire, quoi. Là où les choses étaient impossibles, eh bien, elles sont devenues soudainement possibles. Donc oui, c'est possible. Ça veut dire aussi des efforts collectifs. Ça veut dire aussi des contraintes qui ont été comprises par tous, et pour développer des solutions, pour aller plus loin dans la recherche de nouvelles façons de travailler. Et puis finalement, on a vu que ça fonctionnait. Alors oui, et je dirais non, parce que ça fonctionne aujourd'hui en période de crise. Sur la durée, je travaille avec un client, Cision pour pas le citer, qui ça fait 1 an qu'ils sont totalement en télétravail. Ils ont pris ce postulat de travailler totalement en télétravail, et là ils disent maintenant il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va travailler différemment. Mais parce qu'on manque de convivialité, il y a une énergie qui est forcément impactée sur la durée. Donc oui, c'est possible de travailler, et sur la durée, il faut peut-être réfléchir à d'autres façons de travailler que purement à distance. Alors, quels gros enjeux vous avez dû affronter durant cette période? Parce que je me demande toujours la question du management. Le manager, ça veut tout dire et rien dire. Il y a à la fois le top manager qui doit souffler dans le vent dans le dos des collaborateurs et leur donner un cap, une vision, les rassurer surtout dans le contexte qu'on vit. Et puis il y a le middle management, voir les managers vraiment de terrain qui sont plus même dans le micromanagement. Quels ont été les enjeux que vous avez affrontés? Alors, il y a des difficultés effectivement qui ont dû être affrontées, notamment dans la communication, et je pense que c'est la première chose, c'est déjà la communication. D'une part, une communication parfois qui arrive trop tard, une communication qui se concentre sur l'organisation, sur les process, sur les outils un peu trop et qui oublie parfois l'humain, ou une communication qui va un coup à droite, un coup à gauche avec beaucoup de changements. Donc je dirais que le premier point, les premières difficultés, ça a été la communication. Alors la communication, elle est en général gérée par la direction et ensuite elle redescend. Mais il y a aussi eu des communications de proximité. On parlait de managers, de dirigeants, et aussi on parlait de managers de proximité. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, on a dû changer de pratique et trouver des nouvelles façons d'interagir avec les collaborateurs, de façon à ce qu'ils gardent une communication à la fois formelle, mais aussi informelle. Et c'est toute la difficulté du travail à distance. Et parce que prendre le pouls des équipes, finalement, en présentiel, c'est extrêmement simple. Ouais. Et en distanciel, c'est plus difficile. Et je dirais, j'ai interviewé Françoise Baltens, qui est manager de transition, et qui me disait, mais c'est incroyable, il faut
énormément à prendre le pouls des collaborateurs, et le manager, il doit être là pour vérifier qu'il y a finalement pas de situation de souffrance qui peut aller jusqu'au burn-out dans ces conditions-là. Et c'est assez complexe. Donc on fait appel à des nouvelles compétences aussi. Justement, avant de parler des choses qui ont marché, on va d'abord parler des choses qui l'ont moins été, non pas pour accabler les gens, mais justement pour alerter. Et Gwen, quelle mauvaise pratique, et quand je dis mauvaise, c'est vraiment qu'on a pu faire comme on a pu avec les moyens qu'on avait à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez identifié ? Alors comme je disais, la première chose, effectivement, c'est la communication. Et dans la communication, ne pas confondre le volontarisme et la pression. Dans ces périodes de crise, il faut du volontarisme, il faut de l'optimisme pour arriver à passer. Donc il faut emmener ces équipes avec de l'énergie pour arriver à passer ces situations assez complexes, qui sont très différentes d'une société à l'autre en plus. Donc c'est difficile de faire des généralités, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que quand on arrive à communiquer sur à la fois l'organisation de façon précise, les process, les outils, mais aussi de la prise en compte de l'humain, parce que tout ce que j'ai entendu, c'est quand une société fait attention à la santé de ses collaborateurs, les collaborateurs, ils se sentent rassurés. Et vraiment, il y a beaucoup de réassurance dans tous ces process de communication à faire. Donc, on a vu des sociétés qui se sont concentrées vraiment énormément sur la partie organisation, opération, et qui ont parfois mis de côté les peurs des collaborateurs. Donc là, je pense que c'est une erreur d'avoir voulu trop être volontariste et pas suffisamment être dans l'empathie du collaborateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je disais aussi, c'est une communication qui arrive aussi trop tard. Quand il y a des annonces gouvernementales et que les collaborateurs n'ont aucune directive, c'est compliqué. Et ça crée des discussions entre eux, voire des décisions entre eux, qui ne sont pas celles de l'entreprise en face. Pas forcément celles de l'entreprise. Et après, ça peut créer du conflit. C'est arrivé aussi. Et puis ces changements, un coup oui, un coup non. Je ne sais pas trop si je dois venir m'organiser pour porter mon PC, parce que parfois les collaborateurs sont partis avec leurs unités centrales et leurs écrans. Oui, tout à fait. Ils n'étaient pas tous équipés de portables. Et voir 2 écrans en relation client, c'est souvent le cas. C'était compliqué. Donc ça c'est le premier écueil, je dirais. Deuxième écueil, c'est un déséquilibre entre les valeurs affichées de l'entreprise et le vécu. Alors ça rejoint un peu le premier point, mais c'est le vécu des collaborateurs. Dans ces cas-là, ils s'attendent vraiment à ce que les valeurs affichées soient vécues au moment des crises. Donc, et là, ça a été parfois compliqué pour certaines sociétés de rester cohérents avec leurs valeurs. Et puis je dirais le troisième point, c'est tout ce qui est souffrance des collaborateurs, mais aussi des managers de proximité. Il y a eu beaucoup de souffrance aussi des managers de proximité qui ne se retrouvaient plus dans ce nouveau métier ou dans ces nouvelles fonctions qu'on leur demandait tout d'un coup de changer complètement de rôle. Oui, il y a des métiers qui ont complètement évolué. Ouais. Complètement évolué. Et ça a été l'oubli de mesurer l'énergie du collaborateur, et ça crée de la souffrance. Donc voilà, moi je dirais qu'il y a eu des écueils dans cette période, et je pense qu'on peut apprendre beaucoup aussi, et aussi surtout sur le rôle du manager, dont je pense qu'on parlera après. D'accord, on va transiter tout doucement vers les bonnes pratiques. Ouais. Moi, la première question qui me vient à l'esprit quand vous parliez tout à l'heure justement d'anticiper, on va dire, les décisions gouvernementales, montrer qu'on a été proactif pour le bien-être des collaborateurs, est-ce que ça signifie finalement créer plusieurs scénarios à chaque fois au niveau du top management pour se dire, voilà, aujourd'hui la situation est incertaine, option A c'est ça, option B c'est ça, option C c'est ça. Est-ce que ça fait partie un peu des bonnes pratiques ? Alors ça, c'est le meilleur des scénarios. C'est quand on a le temps de il faut le temps, un tout petit peu et de se dire, alors on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Là, il y a eu quand même une soudaineté. On n'a pas prévu. Alors, pas tous. Encore une fois, dans certains cas, certaines sociétés avaient déjà eu la possibilité de mettre toute la société en télétravail, notamment lors des grèves de 2019. Donc, ils avaient déjà éprouvé un certain nombre de scénarios. Donc là, c'est la meilleure des solutions. Quand on a déjà éprouvé, une fois qu'il y a la crise, on sait à peu près ce qu'il faut faire. En revanche, ça n'a pas été le cas de tous. Et puis, quand on prend des décisions, on va un peu vite. Alors, les bonnes pratiques, je dirais, et la première est à mettre tout en haut, je pense, c'est vraiment cultiver la confiance. Et que ce soit...
dans le monde du luxe, que ce soit dans le monde du service B2B, dans le mode de distribution B2C, dans tous les services dans lesquels j'ai pu être, j'ai vu que la confiance, ça doit être le postulat de base. Et c'est ça qui permet de se rendre compte que les collaborateurs, on leur fait confiance, ils ont une mission, ils vont la faire, qu'ils soient à distance ou ici. Et quand on a cultivé avant la confiance, finalement, quand on est à distance, la confiance, elle perdure. Donc je dirais que ça, j'ai vu vraiment des très très bonnes pratiques. Et quand le terreau n'était pas forcément mis en place et cultivé auparavant, c'était un petit peu plus complexe. Et puis, c'était quoi justement les relais de confiance que vous avez vus, on va dire, digitaux de ce fait, je pense? Oui, ben forcément, les relais de confiance, c'est de travailler, enfin déjà de travailler à distance, mais aussi d'avoir la possibilité de se dire que la vision, c'est celle-ci, la mission, elle est là, et ensuite, les ressources, on a donné les ressources à nos collaborateurs et de leur faire confiance sur à la fois leur autonomie et leur responsabilité par rapport à la mission à accomplir. Et que, encore une fois, les entreprises que j'accompagne sont extrêmement orientées clients et excellence du service, donc c'est peut-être biaisé, c'est pas la vision de la réalité du terrain, en tout cas en France, mais en tout cas, je pense que c'est important de savoir que les collaborateurs, ils ont envie de créer un service d'excellence pour leurs clients, et les managers ont confiance, ils ont déjà travaillé là-dessus. Donc, il y a ce postulat de confiance qui est extrêmement important, et de se dire qu'on n'a pas besoin d'être derrière eux pour travailler. Il y a aussi les bonnes pratiques qu'on a vues, c'est l'implication de tout le monde. Là, il y avait, comme je disais tout à l'heure, une énergie collective de chercher des solutions ensemble. On ne se posait pas la question de « oui, c'est pas juste, oui, on est victime ». Non, là, c'était on cherche des solutions, on y va. On fait front, ouais. On fait front. Et on peut bricoler pendant un moment. Ouais. Et ça va être compliqué, on va tous se serrer les coudes. Voilà, mais il y a eu ça aussi. Ça, c'est vraiment des très, très bonnes pratiques. Et si le manager est capable de mettre ça en exergue, ça aide aussi énormément. Et dans sa communication, dans son remerciement qu'il fait régulièrement à ses équipes, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. L'autre bonne pratique aussi, c'est que j'ai pu voir aussi auprès de managers, c'est de dire finalement on manage en pleine conscience. C'est-à-dire que on va... C'est des mots qui font peur, ça. C'est des mots qui font peur, mais parce qu'on en a beaucoup parlé de la pleine conscience, la méditation, etc. Mais l'écoute active. L'écoute active, de se concentrer vraiment sur son collaborateur. Et en fait, le fait de travailler à distance, y a un manager qui m'expliquait qu'elle a pris le vendredi, tous ces vendredis, elle est à distance et elle fait tous ces entretiens bilatéraux avec ses collaborateurs à distance. Et elle dit pendant 3/4 d'heure, j'ai 3/4 d'heure avec chacun d'entre eux et c'est structuré et je suis vraiment concentrée sur eux. Et c'est vraiment finalement un management de qualité. Et là, je vais plus loin que seulement de travailler sur l'opérationnel, mais je vois aussi sur leur ressenti. Et ça, finalement, on a appris quelque chose de nouveau aussi, d'aller plus loin que juste l'opérationnel. Et en temps normal, quand on est en présence, on est beaucoup sur l'opérationnel et pas tellement sur les émotions. Et là, on a pris la dimension des émotions. D'accord. Et c'est d'autant plus important en relation client. Oui, finalement, quand on se rend compte toujours de ce qu'on a quand on le perd. Et finalement, vu qu'on a perdu le contact et le présentiel, ouais, on s'est rendu compte que l'émotion, le ressenti était primordial. Exactement, exactement. Vous me parliez de côté justement opérationnel en préambule, en disant que parfois les entreprises ont le réflexe d'abord se pencher sur le côté métier. Est-ce que maintenant, ça veut dire aussi qu'au niveau du plan de continuité, qui a été un vrai sujet au début du premier confinement, doit prendre en compte ce côté émotionnel Alors moi, je pense qu'on est complètement en train de changer nos modes de management, de fonctionnement, et même des profils des futurs managers. Donc c'est tout un débat. Il faudrait presque faire une émission seulement sur quel est le profil du manager de demain. Je prends note. Mais en attendant, oui, il y a des choses à reprendre, il y a des choses qu'on va faire évoluer sur les nouveaux modes de fonctionnement, nouveaux modes d'accompagnement des collaborateurs. Et je dirais que la première chose, c'est de travailler sur une évolution du manager qui n'est plus manager-superviseur,
mais plutôt leader coach. Et si on le met on le positionne en tant que leader coach, et finalement, on lui fait transformer son équipe en véritable unité peut-être une petite entreprise finalement, ça devient un manager entrepreneur aussi auprès de son entreprise, et qui rend autonome, responsable, comme je disais tout à l'heure, ses collaborateurs, et qui en fait des leaders aussi sur leur activité. J'aime bien reprendre le thème de Robin Sharma, qui est The Leader with No Title, qui dit qu'on n'a pas besoin d'avoir un titre pour être un véritable leader. Chacun dans sa mission, on peut être un leader par sa façon d'être, son énergie, son exemplarité. On impulse des transformations pour les autres. Donc c'est ça qu'il faut qu'on voit, comment ça évolue, comment on change nos méthodes de travail, comment on fait confiance différemment à nos collaborateurs. Je pense que c'est très bénéfique finalement, mais il faut prendre le temps juste de faire les bilans. Est-ce que ça signifie aussi une organisation plus horizontale du management? Je ne parle pas de l'entreprise libérée non plus, non pas aller jusque-là, parce que c'est un peu extrême, mais est-ce que ça nécessite un peu plus d'horizontalité dans les décisions? J'ai pas forcément de réponse oui ou non à ça. Je pense que ça dépend énormément du type d'activité que l'on fait. Ça dépend de l'autonomie des collaborateurs aujourd'hui, du niveau d'où ils partent. Il y a des collaborateurs qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Je reprenais une autre entreprise qui me disait que autant tous les collaborateurs de l'entreprise étaient en distance, autant tous les alternants, il fallait les accompagner, vraiment les prendre par la main. Et que les alternants, ils avaient l'habitude de travailler en équipe, enfin, ils apprenaient en équipe, ils apprenaient en groupe, et là, de se retrouver seul à apprendre chez eux, c'était trop complexe. Donc, il y a du pairing, il y a un effet pair, oui. Exactement, il y a vraiment du pairing. Et donc, il faut s'adapter, en fait. Je pense qu'il faut adapter le mode de management et l'organisation. Est-ce que ça doit être très flat ou au contraire plus structuré en fonction de l'activité, en fonction de la maturité et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le futur manager, il doit être là, il doit être extrêmement adaptable, extrêmement flexible et analysant la situation. Très bien. On a tous lu dans la presse les questions d'onboarding, voire d'offboarding, qui ont été un vrai sujet, qui sont parfois très très mal passées. On se rend compte que les entreprises ont du mal à fidéliser leurs talents en période de distanciel. Finalement, quoi de neuf dans ce contexte? Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles et des choses un peu inspirantes sur le sujet? Alors je dirais oui et non, les entreprises ont du mal, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. J'ai des contre-exemples total de sociétés qui ont onboardé des collaborateurs au début de la crise, qui ne les ont jamais, le manager direct n'a jamais rencontré en face à face son collaborateur. Jamais. Depuis 1 an. Donc c'est quand même assez particulier quand même comme situation. Fait, c'est du jamais vu et on me dit, le manager me dit c'est effrayant quand même quand on y pense. Voilà. On ne pensait pas que c'était possible. Il n'y a pas eu de départ dans cette société. D'accord. Donc on peut y arriver et c'est même surprenant de voir que ça se passe aussi bien. Donc regardons ce qui se passe bien et analysons pourquoi est-ce que ça s'est si bien passé et qu'est-ce qu'on a fait pour accompagner ses collaborateurs. Encore une fois, ça dépend de la maturité du collaborateur. Est-ce qu'il a déjà effectué des missions similaires ailleurs? Du télétravail. Exactement. Etc. Est-ce qu'il est autonome ou pas autonome? A contrario, dans une maison de luxe avec laquelle je travaille, il y a eu sur 14 collaborateurs en service client internalisé, il y a eu 4 nouveaux collaborateurs. C'est assez énorme quand même, le ratio. Là, en revanche, il fallait les intégrer. Il y a des outils à apprendre, il y a de la formation, oui. La formation à faire. Et là, il faut vraiment qu'ils soient sur place pour pouvoir monter en compétences. Et puis, on a, ce que me disait cette directrice de relations clients, c'est qu'il y a eu une volonté là de simplifier énormément tous les processus de formation. On a été à l'essentiel, droit au but. Et c'est vraiment, je pense, des nouveaux modes de management aussi et d'onboarding qu'il faut considérer. C'est de se dire, finalement, on a des process qui existaient. Là, en période de crise, on simplifie, mais il va falloir... ce qu'elle me disait, c'est que maintenant, là, il faut absolument qu'on rajoute des couches supplémentaires parce que les collaborateurs, on va en faire des robots si on fait que leur faire des choses extrêmement simples.
Donc encore une fois, il y a une adaptation, mais qui a été extrêmement rapide. Donc on a cherché tout de suite les bonnes solutions. Maintenant, sur la durée, la clé du succès, là, c'est d'aller vraiment chercher une adaptation et une montée en compétences qui est différente. Et puis, je dirais aussi que on n'en a pas parlé avant dans les bonnes pratiques, je ne l'ai pas évoqué, mais dans certaines sociétés, je pense à des sociétés de gestion du service dans les aéroports qui ont eu énormément de questions, énormément, et très peu d'activités à côté, mais beaucoup la relation client a énormément travaillé dans ce contexte-là. Il a fallu, pour ces managers, revoir le niveau d'exigence pour que les collaborateurs ils puissent continuer d'être quand même dans la réussite. Alors, ils sont plus dans l'excellence auparavant. On a revu les indicateurs ou les exigences à la baisse, mais pour pouvoir les remonter plus tard, il ne faut pas oublier de les remonter plus tard, sinon on aura perdu quelque chose avec cette crise. Mais en revanche, c'est important de revoir aussi le niveau d'exigence auprès des collaborateurs pour qu'ils restent dans une zone de réussite. Acceptable, oui. Ouais. Oui, aussi, oui, d'accord. Ouais. Oui, qui n'ont pas un Everest à monter tous les jours. Non. Est-ce que finalement, pour le côté onboarding, il s'agissait juste de rajouter un supplément d'âme? Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises sont allées vers ça, c'est-à-dire d'avoir des petites attentions, montrer que l'entreprise est présente. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il faut rajouter on prend soin de vous. Le petit on prend soin de vous, ça c'est sûr. Il a fallu rassurer, il a fallu accompagner ses collaborateurs et je dirais aussi que dans l'autre sens, on a cherché aussi chez ces nouveaux collaborateurs qu'on a onboardés, peut-être pas les mêmes compétences qu'avant, mais aussi un état d'esprit. Donc l'état d'esprit, il a changé à la fois dans l'entreprise, dans la façon d'onboarder ses collaborateurs, mais aussi qui on choisissait pour pouvoir les onboarder dans ce contexte assez particulier. Donc ça marche dans les deux sens. Mais oui, il y a eu beaucoup d'attention aussi faite d'abord pour la sécurité et la santé des collaborateurs, mais aussi pour retrouver cette convivialité qui est propre aussi à chaque entreprise et qui fait partie de ses valeurs. Très bien. Une dernière grande question. Je ne vous pose pas des questions très simples aujourd'hui, Gwen. Ne m'en tenez pas rigueur. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas viser la non-régression? Parce que je pense que les entreprises ne peuvent pas retourner en arrière. On a marché on était un peu à marche forcée au départ. Aujourd'hui, comment on va faire pour ajuster le management à distance? Comment on va réinventer les façons de travailler? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur le sujet? Je pense que une première chose, c'est vraiment de prendre le temps de faire des bilans. Si on ne fait pas les bilans de ce qui s'est passé sur l'année dernière, on va rater des choses. Et moi, j'avais l'habitude avec mes managers de faire un bilan tous les ans parce qu'on apprenait tellement. Et puis, c'était une façon aussi de se réjouir. Parce que là aussi, il faut se réjouir de tout ce que les gens ont fait pendant cette période. Oui, tout à fait, oui. Ils ont monté, on parlait de monter l'Everest tout à l'heure. Il y en a qui ont monté plusieurs Everest depuis un an. Donc, il faut absolument faire ces bilans pour voir tout ce qu'on a réussi de faire. Et ensuite aussi d'aller encore plus loin et de se dire qu'est-ce on reprend dans ce nouveau monde, dans ce qui vient de se passer et qu'on met dans le nouveau monde. On industrialise et... Il y a un avant, il y a un après, mais on voit aussi que c'est un peu une boucle. On va revenir aussi à des anciennes bonnes pratiques. Comme je disais, on a dégradé le service parfois, on a été obligé. Oui. Et là, il va falloir le remonter. Donc il y a des choses qu'on va reprendre de l'ancien monde pour remettre dans le nouveau monde, et puis d'autres qu'on va réapprendre à faire des choses différemment, de simplifier au maximum. On a parlé aussi chez certains clients, ils me disaient, mais en fait, on faisait tellement de réunions inutiles, on se posait trop de questions, et là, on s'est posé moins de questions. Donc, on a gagné en agilité, on a gagné en façon de travailler qui est beaucoup plus efficace, tout en respectant à la fois la vie personnel, ça aussi c'est important dans ce nouveau monde aussi parce qu'on est venu chez les gens finalement et puis on a utilisé de plus en plus la vidéo. Ça c'est aussi une des bonnes pratiques. C'est aujourd'hui accepté. Avant, quand on demandait à quelqu'un d'allumer sa vidéo, on était un peu dans la méfiance. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en relation client aussi, dans les nouveaux médias qui vont fleurir encore plus, parce que c'était assez confidentiel pour l'instant l'utilisation
de la vidéo en relation client. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus accepté. Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer les modes de communication, les modes de service, grâce à ces outils qui sont devenus assez familiers. Et ça donne de la confiance en plus, le côté vidéo, voir le visage. Et ça, c'est essentiel. Alors, c'est essentiel pour le manager, pour pouvoir voir son collaborateur et voir au-delà de... Enfin, l'intelligence émotionnelle du manager, elle passe aussi par tout ce qu'il perçoit en dehors de ce qu'il entend. Donc, le body language, les non-dits, on les ressent, on les voit. Et c'est important de pouvoir conserver quand même cette image humaine qu'on n'a plus autant que quand on est en présentiel. Merci Gwen. Avant de terminer et de clôturer cette keynote, vous avez parlé d'accords de visio bilatéral entre manager et manager qui demandait un regain d'énergie et d'écoute et de posture pour le manager. Vous avez parlé aussi de célébration, qu'il fallait célébrer ce qui avait été positif. On va rester positif. Est-ce que vous avez vu d'autres choses qui réinventent un peu la manière de manager et le monde du travail? Je dirais là-dessus sur... Il y a eu plus aussi, quand je parlais aussi de leader coach, il y a toutes ces techniques. En tout cas, moi, j'accompagne des chefs d'agence ou des responsables de centres de contact aujourd'hui sur leur modification de mode de management. Et dans leur façon d'être, la posture du coach est extrêmement importante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remercier, il faut apaiser, il faut accompagner, il faut rassurer. Et donc, tout ça, on l'apprend aussi par des techniques, par un peu de formation. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et je dirais, j'ai une phrase que j'aime bien qui est « Coach me, I will learn. Challenge me, I will grow. » Et Believe in me, I will win. Et ça, c'est important, de la confiance, de croire dans les gens. La confiance est vraiment important. C'est le socle de tout ça. Et on peut coacher, on peut challenger les gens, mais avant tout, il faut croire en eux. Et je pense que dans ces périodes, si on a quelque chose à retenir de tout ce qui s'est passé, c'est ça. C'est cette confiance que l'on a dans nos collaborateurs. Donc confiance et la réassurance qui va de pair. Bien sûr. Merci Gwen Rio, en tout cas, pour votre avis éclairant sur les nouveaux modes de management. C'est la fin de cette keynote. Je vous dis à tout de suite en compagnie de Raffaele Ferrara qui va nous expliquer comment dépoussiérer son SVI et surtout humaniser les conversations clients. À tout de suite sur l'Agora Live de l'expérience client.